On a tous ce souvenir, je pense, non? Ah oui, Ce moment un peu ingrat où il fallait réciter en boucle 7 x 8, 56, 8 x 8, 64, l'étape de multiplication? le fameux par cœur. Exactement. On a l'impression que c'est un truc de base, un fondamental de l'école, complètement neutre, juste un exercice de mémoire, un peu fastidieux, mais bon, sans grandes conséquences. Hmm. Et si c'était plus compliqué que ça? Si, derrière ce rituel quasi universel, se cachait en fait un des mécanismes de sélection sociale les plus efficaces de notre système scolaire? C'est une hypothèse qui est assez dérangeante. Et c'est pourtant ce qui ressort des sources qu'on analyse aujourd'hui. Un rapport critique qui s'est plongé exclusivement dans les textes officiels d'Eduscol, le portail de référence de l'éducation nationale. C'est exactement ça. Et il faut être très clair sur l'objectif de notre discussion. L'idée ici, c'est pas de faire le procès des enseignants. Non, bien sûr. Ils sont eux-mêmes pris dans ce système. L'analyse se concentre vraiment sur le cadre institutionnel. Comment l'institution, à travers ses propres consignes, ses propres textes, organise-t-elle les conditions de l'inégalité? Et là, l'apprentissage des tables de multiplication, ça devient un cas d'école. Un révélateur. Un véritable révélateur sociologique, oui. Les sources mettent en avant une contradiction fondamentale, qu'elles nomment la double contrainte. La double contrainte? C'est-à-dire, d'un côté, une exigence de performance immense, et de l'autre, un silence quasi total sur la manière d'y parvenir. En gros, c'est soyez excellent, mais débrouillez-vous pour y arriver. C'est tout à fait l'idée. Une injonction à la performance, mais sans les outils. Pour comprendre comment cette machine fonctionne, l'analyse propose de la démonter en 3 temps. D'accord. D'abord, on va voir la pression du chronomètre et comment elle fabrique une norme d'excellence qui est tout sauf neutre. Ensuite, on se penchera sur ce grand vide, le vide méthodologique, qui externalise l'apprentissage vers les familles. Et donc, creuse les inégalités. Forcément. Et enfin, on verra comment le système gère les perdants de cette course avec des solutions qui sont souvent des illusions. Très clair. Alors, allons-y, commençons par le début. Cette fameuse course contre la montre. Les sources pointent une consigne toute simple. Tirer des évaluations nationales, résoudre le plus grand nombre de calculs en 1 minute. Ça a l'air de rien, dit comme ça. Ça a l'air de rien, mais en fait, tout commence là. Parce que cette simple contrainte de temps, elle change radicalement la nature de l'exercice. Ah oui, oui, oui. Ce qu'on évalue, ce n'est plus la connaissance des multiplications, c'est la capacité à restituer cette connaissance sous stress et à une vitesse extrême. Et les sources expliquent que ça valorise un type de compétence très particulier que les sociologues nomment un habitus de performance. Un habitus de performance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un enfant de 8 ans? Ça veut dire que l'enfant qui va réussir, c'est pas seulement celui qui sait ces tables. C'est celui qui a appris, souvent dans son milieu familial, à gérer la pression, à ne pas paniquer face au chrono. À voir ça comme un jeu, une compétition? Une compétition stimulante, voilà, plutôt que comme une menace. C'est une compétence sociale, une forme de sang-froid qui n'a que peu à voir avec les mathématiques en elles-mêmes. Et cette compétence, elle est très inégalement distribuée. D'accord. Donc, dès le départ, on ne teste pas que les maths, on teste une attitude. Mais au-delà de l'aspect psychologique, quel est l'impact sur le raisonnement mathématique pur? Oh, il est terrible. Le chronomètre a pour effet direct de pénaliser la réflexion. C'est-à-dire? Prenez un élève qui a un trou sur 8 x 9. S'il a du temps, il peut faire preuve d'intelligence mathématique. Il peut se dire, c'est 10 x 8, donc 80, moins 1 x 8. Donc 72. Voilà, il reconstruit le résultat, il y a plein de stratégies possibles. Cet élève prouve qu'il comprend ce qu'est une multiplication. Mais avec le chrono, il n'a juste pas le temps. Il est éliminé. Exactement, il est immédiatement classé comme lent ou en difficulté. L'évaluation, par sa forme même, interdit ces stratégies de reconstruction intelligente. Elle ne mesure pas la compréhension des nombres, elle ne mesure qu'un seul indicateur, la vitesse de l'automatisme. On est plus proche du dressage que de l'apprentissage, en fait. C'est un peu ça. C'est assez paradoxal, on punit l'élève qui réfléchit, mais on pourrait objecter que la rapidité de calcul, c'est une compétence utile dans la vie, que le monde professionnel demande de l'efficacité. Qu'est-ce que les sources répondent à ça? Elle pointe justement la fameuse double contrainte institutionnelle. L'école primaire sélectionne les élèves sur la base de cet automatisme pur et rapide, mais quelques années plus tard, au collège, au lycée... On leur demande de raisonner. Exactement. Les mêmes programmes scolaires affirment valoriser le raisonnement complexe, la résolution de problèmes. C'est une hypocrisie fondamentale.
On disqualifie en primaire des élèves qui ont peut-être un vrai potentiel de raisonnement, avant même qu'ils n'arrivent au niveau où cette compétence serait enfin reconnue. On filtre sur la vitesse pour ensuite prétendre chercher la profondeur. C'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas cette vitesse, le système a une explication toute trouvée. Ah oui. Oui. Et c'est le troisième effet. Les sources citent une phrase d'un document officiel qui est glaçante de naturel. La durée indiquée est celle estimée de travail effectif de l'élève. La formulation est subtile. Très. Si l'élève échoue, ce n'est pas que la norme de temps est absurde, c'est que son travail effectif a été insuffisant. On retourne la responsabilité. La faute n'est pas au système. Elle est à l'élève. Et pour boucler la boucle, on enrobe le tout d'un discours sur le plaisir de jouer avec les nombres, ce qui exclut de fait tous ceux pour qui c'est un calvaire. Cette idée de pression sur l'élève est centrale. Et ça m'amène à une question logique. Si l'école exige un niveau de performance aussi élevé, on s'attendrait à ce qu'elle mette le paquet sur les méthodes pour y arriver. Mais, d'après les sources, c'est tout le contraire. C'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce que l'analyse appelle le vide méthodologique. C'est le deuxième pilier du mécanisme. D'un côté, on a des protocoles d'évaluation d'une précision maniaque, presque militaire. Mettez votre doigt sur l'exercice 3. Oui. N'oubliez pas de tourner la page. Et de l'autre, un silence assourdissant, un désert complet sur la question du comment. Comment fait-on pour mémoriser? Attendez, ça veut dire que dans les documents officiels pour les enseignants, il n'y a rien sur les techniques de mémorisation. Quasiment rien de concret. Le verbe apprendre est utilisé comme une injonction magique. On dit aux élèves « il faut apprendre vos tables ». Mais l'institution ne détaille jamais les processus cognitifs derrière ce mot. Les techniques validées par la recherche, comme la répétition espacée, la création d'images mentales. Tout ça est absent des consignes. Totalement. L'institution traite la mémorisation comme une boîte noire. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est presque vu comme une qualité innée. Et on en voit les conséquences dans les exemples cités. Ah oui, il y a cet exemple tiré d'un document EduScol, qui est une véritable perle. Il décrit une situation de classe. L'enfant malheureuse n'arrive pas à apprendre ses tables de multiplication. La phrase est extraordinaire. Elle est incroyable. D'abord, elle constate l'échec comme un fait accompli, sans jamais se demander pourquoi elle n'y arrive pas, quelle méthode a été utilisée, aucune question. Et ensuite, elle psychologise immédiatement le problème avec l'adjectif « malheureuse ». Ce n'est plus un problème pédagogique. C'est un drame personnel. Voilà. L'institution ne pense pas sa propre pratique, elle constate l'échec et l'attribue à l'enfant. Et donc, si l'école ne fournit pas les méthodes, j'imagine que la charge de l'apprentissage se déporte ailleurs, sur la famille. Inévitablement. C'est ce que les sources appellent l'externalisation. Et c'est là que le dispositif « devoir fait » devient un cas d'étude fascinant. Ah oui, devoir fait. Il est présenté comme une mesure d'aide, d'égalité des chances, mais l'analyse le voit comme un aveu institutionnel. Un aveu. Un avou. Pourquoi? Ça part d'une bonne intention pourtant, non? Aider ceux qui ne peuvent pas être aidés à la maison. L'intention est une chose, la logique du système en est une autre. Le rapport officiel sur devoir fait précise que ce temps permet de travailler sur l'apprentissage des leçons, la mémorisation. D'accord. En disant ça, l'institution admet en creux que le temps de classe normal, ce n'est pas le lieu où ce travail de mémorisation peut se faire pour tout le monde. Ah, je vois. L'existence même du dispositif prouve que le travail de base n'est pas fait en classe. En quelque sorte. Ça valide l'idée que le travail fondamental de fixation des savoirs n'a pas sa place dans le curriculum ordinaire. La classe devient le lieu de la découverte et la maison, ou ce temps périscolaire, devient le lieu du travail laborieux de l'apprentissage. Ce qui transforme directement les inégalités sociales en inégalités scolaires. C'est une conversion automatique. Le temps des parents, leur niveau d'éducation, leur patience, leur capacité à trouver des ressources, tout ce capital culturel devient le facteur déterminant de la réussite. L'école exige un résultat qu'elle ne se donne pas les moyens d'enseigner. Et elle délègue la responsabilité? Exactement. Et le plus vertigineux, c'est que les sources soulignent que le même portail EduScol publie par ailleurs des analyses sociologiques très lucides sur la socialisation différenciée. L'institution sait donc, en théorie, que son modèle est inégalitaire. Mais elle continue de l'appliquer. C'est un paradoxe qui est difficile à saisir. Bon, le système produit donc des élèves en difficulté par sa structure même. Alors, une fois que ces élèves sont identifiés, que fait-on d'eux? On ne les abandonne pas complètement, j'imagine. Non, on les abandonne pas.
on les gère. Et c'est le troisième temps de l'analyse, la gestion administrative de la difficulté. Administrative, pas pédagogique. La réponse n'est pas principalement pédagogique, non, elle est bureaucratique. On assiste à ce que les textes nomment la pathologisation de la difficulté ordinaire. Un échec d'apprentissage qui devrait être un événement normal est traité comme une anomalie, un symptôme, presque une maladie de l'élève. Vous avez un exemple de cette pathologisation? Oui, une consigne officielle pour un élève qui a du mal à écrire les nombres dictés, c'est de lui faire épeler les nombres. Faire épeler. C'est très révélateur. Le problème de fond est cognitif, la compréhension et la mémorisation. La solution proposée déplace le problème sur un plan moteur, l'épellation. C'est comme soigner une fracture en mettant un pansement sur la peau. On traite un symptôme de surface pour ne pas questionner la cause. Et j'imagine que c'est là qu'interviennent les fameux aménagements. Exactement. Le tiers-temps, l'aide d'un accompagnant, des dispositifs essentiels pour des élèves en situation de handicap, mais qui sont de plus en plus étendus à des cas de simples difficultés scolaires. L'élève qui ne connaît pas ses tables finit par être géré administrativement avec un dossier, des réunions. On l'enferme dans un statut d'assisté. C'est ça. L'institution préfère aménager sa marge plutôt que de questionner la norme qui produit cette marge. C'est plus simple. Et l'aménagement le plus connu, c'est la fameuse fiche avec les tables de multiplication qu'on donne à l'élève. On se dit qu'au moins ça l'aide. C'est mieux que rien, non? C'est précisément là que l'analyse est la plus sévère. Les sources qualifient cette pratique de placebo pédagogique et de trompe-l'œil institutionnel. Ah oui, quand même. D'abord, sur le plan cognitif, c'est souvent contre-productif. Pour chaque calcul, l'élève doit quitter son exercice des yeux, chercher dans le tableau. Ça sature complètement sa mémoire de travail. Il est tellement occupé par la recherche de l'info qu'il ne peut plus réfléchir au sens du problème. Il devient un simple opérateur de tableau, plus un élève qui résout un problème. Voilà. Et deuxièmement, et c'est peut-être le plus grave symboliquement, cette aide valide l'incapacité. En lui donnant cette fiche, l'institution envoie un message implicite très fort. Tu n'es pas capable d'apprendre ça, donc voici une prothèse. Une béquille. Une béquille, exactement. Au lieu de construire une compétence interne, on fournit une aide externe qui conforte l'élève dans son idée d'incompétence. Et enfin, c'est un trompe-l'œil bureaucratique parfait. On peut cocher la case « Aménagement mis en place ». L'administration a fait son travail. L'apparence est sauve, mais le problème de fond reste entier. Et tout ça nous ramène à la dimension humaine du début, à l'enfant malheureux. Absolument. Revenons à la phrase complète. L'enfant malheureuse n'arrive pas à prendre ses tables de multiplication et son ami se moque d'elle. L'analyse des sources est que la souffrance de cet enfant et la moquerie de sa camarade ne sont pas des accidents. Ce sont des conséquences logiques. Ce sont des produits logiques et attendus du système. Si l'amie se moque, c'est parce qu'elle a parfaitement intégré la norme de l'école. La vitesse et la mémoire sont les marqueurs de l'intelligence. Elle ne fait qu'appliquer la hiérarchie que l'institution a créée. Et en se focalisant sur le malheur de l'une et la méchanceté de l'autre. L'école évite de se regarder dans le miroir. Elle s'exonère de sa responsabilité. En traitant ça sous un angle psychologique ou moral, elle oublie que c'est sa propre didactique qui a fabriqué cette situation. C'est un formidable mécanisme de déresponsabilisation. C'est impressionnant. Alors, si on essaye de rassembler les pièces du puzzle, on part d'un simple exercice de mémoire et on arrive à une machine à trier. D'abord, cette norme de la vitesse, qui avantage un certain profil d'élèves. Un profil plus social que cognitif. Ensuite, il y a ce vide abyssal sur les méthodes d'apprentissage qui a pour effet de privatiser la mémorisation et de la renvoyer aux familles. Ce qui transforme le capital culturel en réussite scolaire. C'est ça. Et pour finir, quand cette machine a produit des échecs, elle les gère non pas en changeant la machine, mais en traitant les individus comme des cas administratifs avec des solutions placebo qui entérinent la difficulté. Et qui ne la résolvent pas. La conclusion des sources est que l'inégalité scolaire, dans ce cas précis, ce n'est pas un bug du système. C'est le résultat logique et prévisible d'une structure qui choisit d'évaluer ce qu'elle n'enseigne pas et de gérer les conséquences de ce choix par la bureaucratie. L'inégalité est la règle de son fonctionnement, pas l'exception. C'est une perspective qui change radicalement le regard qu'on porte sur ce souvenir d'enfance a priori si anodin. Et ça laisse avec une dernière interrogation pour la suite. Cette analyse, elle est implacable, parce qu'elle se base sur le scénario officiel, sur les textes. Mais ça ouvre une autre question immense. Sur le terrain, dans les classes, au jour le jour, comment les frégeants, les enseignants, les élèves, les familles composent-ils avec ce cadre?
Est-ce qu'ils le subissent passivement ou est-ce qu'ils inventent, au quotidien, mille et une stratégies pour le contourner, pour y résister et peut-être pour y survivre?